Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo économie aujourd'hui. On reprend les vidéos économie en cette période de coronavirus. À chaque fois que vous avez une question sur l'économie, c'est simple, envoyez-nous un message et on va tout simplement essayer d'y répondre. Aujourd'hui, on va traiter de crise et fluctuation, donc un thème assez général. On va le traiter sur le prisme économique, à savoir d'où est-ce que proviennent les crises financières et boursières, en touchant un petit mot également sur le coronavirus. Comme vous l'avez peut-être vu, tous nos programmes de formation sont à moins 50% pour cette période un petit peu compliquée, je le sais pour vous. Et donc, par exemple, tout simplement, si vous voulez une actualité et avoir l'actualité ESH depuis le mois d'août 2019, c'est 5 €. Vous avez toutes les actualités ESH depuis le mois d'août 2019 pour chaque mois avec des dossiers complets pour moins de 5 €. Donc voilà, tout est dans la description de la vidéo et on va commencer tout de suite avec ce thème crise et fluctuation qu'on va essayer de traiter. Donc comme je vous l'ai dit, on va essayer de voir les origines des crises et pour cela, on va s'intéresser plus particulièrement à l'analyse de Minsky, Ayman Minsky, qui comme vous le savez a écrit en 1986 son ouvrage, un ouvrage célèbre d'économie, Stabilizing an Unstable Economy. C'est un ouvrage où il explique tout simplement que le capitalisme est instable intrinsèquement. Alors, c'est un économiste hétérodoxe du courant des nouveaux keynésiens et comme vous le savez, les nouveaux keynésiens, c'est un courant économique qui essaye, avec des moyens néoclassiques, c'est-à-dire les courbes, une économie mathématique, de justifier les théories de Keynes, et notamment donc, les théories de Keynes dans la théorie générale. Et là, en particulier, Minsky nous dit qu'il existe un paradoxe de la tranquillité dans le capitalisme, c'est-à-dire que c'est en période de stabilité économique, donc en période de croissance, qu'on arrive à une période d'instabilité. C'est plutôt paradoxal, l'instabilité est créée par la stabilité. C'est totalement paradoxal, donc je vais essayer de vous expliquer tout ça. Alors d'abord, c'est un économiste hétérodoxe parce qu'il n'est pas du tout accepté par ses pairs à cette époque-là. La théorie qui prédominait, c'était la théorie de l'autorégulation, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de crise boursière ou économique parce que le marché en lui-même est autorégulateur, donc il ne peut pas exister de crise boursière. Or, il a connu la crise de 1930 et il a une analyse de tout ça en disant que c'est le paradoxe de la tranquillité. C'est-à-dire qu'on commence, tout va bien, c'est dans la stabilité que les crises se créent. Et en particulier, donc dans une première phase, c'est une période de croissance et de plein emploi. Donc l'économie est stable. Et les agents économiques et notamment les créateurs d'entreprises vont chercher à investir et donc ils vont recourir à l'emprunt. Et les banques acceptent de leur prêter de l'argent parce que l'économie va bien et donc ils savent que ça va être facile pour les créateurs d'entreprises, grâce à leur retour sur investissement, de rembourser les dettes qu'ils peuvent avoir. Donc le taux d'endettement de l'économie et des agents économiques est très faible à cette époque-là et donc les banques acceptent de prêter facilement à tout le monde. Dans un deuxième temps, il y a un problème, c'est que des agents peut-être moins solvables vont commencer à emprunter et les banques sont moins regardantes parce qu'on est dans une période de croissance. Puisque les banques vont prêter et que les créateurs d'entreprises vont investir, on est dans une période de croissance où sur les marchés financiers également, tout va bien parce que les indices des entreprises est très positif et tous les titres boursiers et tous les actifs sont en nette hausse. Et donc, les banques vont prêter et vont être moins regardantes sur les prêts qu'ils vont accorder. Et même, ils vont prêter même à des agents moins solvables. C'est là le début des problèmes, parce qu'en phase 3, on arrive à une situation un petit peu compliquée dans laquelle les banques vont se rendre compte et vont freiner les crédits, ce qu'on appelle le credit crunch. Les banques vont freiner les crédits dans la mesure où, effectivement, ils prêtaient à des agents moins solvables. Et donc là, ils en prêtent de plus en plus à des agents moins solvables. Donc les taux d'intérêt bien évidemment augmentent parce que s'ils prêtent, il faut couvrir le risque en augmentant les taux d'intérêt. Donc la hausse des taux d'intérêt et le frein des crédits va faire que sur les marchés financiers, il y a une certaine défiance vis-à-vis de tout ça. C'est-à-dire que sur les marchés financiers, alors qu'il y avait jusque-là une hausse de tous les titres dans la mesure où les créateurs d'entreprises pouvaient investir et tout le monde investissait et c'était très bien pour l'économie et donc on avait une hausse sur le marché des financiers. Là, à partir de ce moment-là, dès que les banques freinent les crédits et freinent les emprunts, donc à partir de ce moment-là, la hausse sur des titres va diminuer au point où un certain nombre de spéculateurs vont spéculer à la baisse, c'est-à-dire qu'ils vont considérer que on arrive à une phase avec ce credit crunch de baisse des marchés, donc ils vont anticiper une phase de décroissance. Et à partir de ce moment-là, il y a un phénomène connu en économie qui est le phénomène de la surréaction, donc les marchés surréagissent
donc aux événements sur les marchés financiers, à partir du moment où ils vont s'apercevoir de ça, ils vont anticiper la baisse des cours en plaidant à la baisse, c'est-à-dire en misant sur une spéculation à la baisse des cours, ce qui va justement précipiter cette baisse des cours, et on va arriver à une situation dans laquelle, alors que les banques elles-mêmes investissaient sur les marchés financiers, on arrive à une situation où les titres diminuent, où les banques ont de moins en moins confiance et prêtent de moins en moins, et à partir de ce moment-là, on arrive à une phase de credit crunch extrêmement dangereuse pour l'économie, dans la mesure où si les banques n'ont pas suffisamment de fonds propres pour sortir de cette situation, et si les banques ont investi trop massivement leur argent tout simplement sur les cours ou sur les titres financiers, on peut arriver à une crise systémique, donc une crise bancaire qui peut être délétère pour l'économie, dans la mesure où si la crise reste sur la sphère boursière et financière, tout va bien. Par contre, si on a une contagion comme ça du boursier au bancaire, ce qui s'est passé notamment dans la crise des subprimes, et là c'est délétère pour l'économie et il faut une intervention forcée de l'État. C'est pourquoi Minsky préconise justement une gestion très rigoureuse par les banques et les institutions bancaires de leurs fonds propres, donc, et préconise justement de faire attention justement à ne pas prêter à des agents qui peuvent être pas très solvables. Donc dans cette hypothèse et dans cette vision, Minsky va véritablement dire que les crises financières et bancaires existent bien. On a une création d'une bulle spéculative qui va exploser dès lors que les banques freinent les crédits et dès lors que le marché, donc que cette bulle explose. On peut avoir une contagion au marché bancaire, ça devient une crise systémique qui peut avoir des conséquences sociales et économiques dévastatrices. C'est notamment près de 700 banques et entreprises qui ont fait faillite lors de la crise de 2008 à cause justement notamment de cette analyse de Minsky qui était très en avance sur son temps finalement, parce que le déroulement de sa vision économique peut être calqué sur la crise de 2009, même s'il a écrit sa théorie bien avant. Donc voilà une hypothèse qui n'est pas forcément qui n'explique pas forcément l'origine de toutes les crises, bien évidemment. Je rappelle par exemple que Pierre Aucoeur, un économiste du XXIe siècle, expliquait que chacune des crises était intrinsèquement singulière et qu'on doit considérer chacune de ces crises dans leur singularité à travers un prisme économique, social, culturel, technologique pour pouvoir en déceler et en tirer des conclusions. Donc bien que Minsky dans ses théories explique finalement un schéma calqué pour expliquer les crises boursières et financières, il faut toujours remettre en question et avoir un esprit critique, notamment dans vos copies, en disant que effectivement chacune des crises est singulière et qu'on ne peut pas expliquer toutes les crises par une seule explication et une seule vision. Donc, il existe également d'autres explications de crises, d'autres origines. Donc les crises financières et boursières ont des origines également structurelles. On pourra en revenir sur cette notion-là, revoir ça dans une prochaine vidéo, pourquoi pas. Si ça vous intéresse, en tout cas, mettez-le dans les commentaires. Si vous avez un autre sujet de vidéo que je pourrais traiter, un autre concept, un autre thème du chapitre de SH que vous ne comprenez pas, dites-le dans les commentaires, je le ferai et j'essaierai de traiter cette question ou ce thème en vidéo. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo, je vous souhaite bonne chance et bon courage dans cette période un petit peu difficile. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.